Bonjour, alors dans cette vidéo, je propose de résoudre le problème 2 de l'examen physique avancé 1 de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne de l'hiver 2018. Alors, on a un problème qui traite de la dynamique d'une masse enroulée autour d'un cylindre. Un point matériel de masse M est suspendu à un cylindre par un fil de masse et d'épaisseur négligeable enroulé autour du cylindre. Le cylindre a un rayon R, une masse M et un moment d'inertie I égale mr carré sur 2 autour de son axe. L'axe du cylindre est horizontal et la gravité G est dirigée vers le bas, verticalement vers le bas. On fait l'hypothèse que le fil ne glisse pas sur la surface du cylindre et qu'il reste toujours tendu. De plus, on fait l'approximation que le mouvement de la masse M reste toujours dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe du cylindre et on néglige le flottement de l'air. Et chaque question de ce problème est indépendante. Alors la question A. Donc là, on nous a présenté la situation. Maintenant, la question A. Le cylindre peut tourner librement autour de son axe qui passe par O, le centre immobile de la base. À t égale 0, on suppose que la masse M est suspendue dans le vide avec une vitesse initiale nulle, voir figure à droite. Calculer le temps nécessaire pour que la masse M parcourt une distance verticale h telle qu'une partie du fil reste toujours enroulée. Exprimer le résultat en fonction de petit m, grand M, h et g. Discuter la limite grand M égale 0. Alors, pour ça, on va entamer la question A. Je note. Donc, on a la situation suivante. On a le cylindre de rayon R avec la masse petit m qui bouge dans un plan vertical. Et on nous demande de donner le temps nécessaire pour qu'elle parcourt une certaine distance h. Donc, pour ça, je vais d'abord faire un schéma avec un... Alors, c'est pas très bien fait, mais on va supposer que c'est le cylindre vu de profil. Et puis ici, on a la masse M. Et puis, je vais placer mon repère de cette manière-là. Ça peu importe, mais c'est juste pour les projections, pour qu'elles soient de valeur positive. Je vais placer ma vitesse vers mon repère comme ceci, avec X dirigé vers la gauche, Z vers le bas, donc c'est pour avoir une vitesse positive, et puis EX cross EZ, ce qui nous donne EY. Maintenant, j'ai mon repère, je vais tout simplement dessiner mes forces en rouge. J'ai le poids, et ici j'ai la tension, que je peux reporter ici, vous le verrez plus tard, ça va nous servir pour le calcul de moment de force. Donc maintenant, j'ai le schéma de ma situation. Pour ce faire, pour exprimer la condition de la question, je vais établir les équations du mouvement pour la masse petit m. Donc pour petit m, on a deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma égale ma. Et donc ça implique que sur EX, on a mx point, l'accélération... Non, pardon, on est sur Z, mz point, soit égal à mg moins t. Donc là, c'est assez trivial, donc j'ai pas fait les projections. Normalement, d'abord, on fait le bilan des forces, puis on fait puis on établit l'équation du mouvement avec les valeurs déjà projetées. Mais sauf que là, c'est assez trivial, donc je saute cette étape.
Maintenant, je pourrais me contenter d'intégrer cette équation du mouvement et d'exprimer notre condition. Sauf que ça dépendra de la tension T, et dans notre problème, on nous demande de l'exprimer par rapport à petit m, grand M, H et G. Donc, il faut qu'on puisse exprimer la condition avec les valeurs du problème. Pour ça, pour établir cette relation entre les forces, je vais utiliser le théorème du moment cinétique. Donc, théorème du moment cinétique. On a que le moment cinétique en haut, la dérivée du moment cinétique en haut par rapport au temps est égale à la somme des moments en haut. Et donc je vais expliciter tout cela. Alors tout d'abord, on a la somme des moments en haut. Qu'est-ce qu'on a tout simplement? On a OO cross MG qui est nul puisqu'on a le poids du cylindre en haut, et puis on a la tension à cette distance là. Je vais appeler ça le point P tout simplement, et on a donc OP cross T. Maintenant je vais projeter, je vais faire mon produit vectoriel. OP c'est quoi? C'est moins R. T c'est quoi? C'est moins T. Donc moins R fois moins T, ça me donne du RT. Et donc on a EX cross EZ. Règle de la main droite, ça me donne RTEY. Voilà pour la somme des moments. Maintenant aussi, on a LO, le moment en haut. On a dit que le cylindre avait un moment d'inertie autour de son axe I. Donc on a que le moment cinétique en haut est égal donc à I fois oméga, la vitesse angulaire du cylindre, et donc on peut l'écrire en projetant I oméga EY, vu qu'il tourne autour de l'axe EY. Donc cela implique que D de LO sur DT soit égal à, on porte la dérivée maintenant. I est constant, donc la dérivée est nulle. Oméga, on obtient oméga point, et puis EY ne varie pas au cours du temps, donc est nul. On a tout simplement EY. Maintenant, je peux donc réécrire le tout comme I oméga point est égal à RT. Ça, c'est l'équation du mouvement que j'obtiens avec le théorème du moment cinétique. Maintenant, on peut isoler on peut isoler le T et puis le réinjecter dans l'équation du mouvement pour petit m, sauf que il faut maintenant exprimer oméga point en fonction de Z. Alors, on a la relation suivante. On a la relation. Donc on voit que là, le cylindre de profil c'est un cercle, et donc la vitesse Z point elle est ici, et que si cette vitesse Z point est à une distance R du centre, et si on applique pour des coordonnées cylindriques la vitesse, et ben avec nos contraintes on a que Z point est égal à R oméga. Donc ça on l'obtient en appliquant avec les contraintes la vitesse en coordonnées cylindriques. Et donc maintenant je vais venir dériver, et j'obtiens que Z point égale R oméga point,
ce qui implique que oméga point égale à z point sur R. Très bien, donc j'injecte ça dans mon expression que j'avais ici, et j'obtiens que I fois z point sur R égale à RT. Je développe ça. I, c'est quoi? C'est mr carré sur 2. On a dit tout à l'heure dans l'énoncé. Fois z point sur R égale à RT. J'ai le R qui simplifie ici. Et donc j'obtiens que T égale à z point M sur 2. Voilà pour ma tension. Et j'ai plus qu'à injecter ça dans mon équation du mouvement pour la masse petit m. Alors je mets une étoile ici. Alors mz point est égal à mg moins t, donc moins z point grand M sur 2. Donc je fais passer le z point grand M sur 2 de l'autre côté, je factorise. J'ai z point fois m plus grand M sur 2 est égal à mg. Donc j'isole et j'obtiens mon équation du mouvement pour z. J'ai mg sur m plus grand M sur 2. Je divise par m est égal à g sur 1 plus m sur 2m. Voilà mon équation différentielle du mouvement pour mon axe Z. Maintenant, je vais proposer de l'intégrer pour exprimer notre condition. On nous avait dit pour que ça parcourt une distance h. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à travailler avec notre équation du mouvement pour exprimer cette condition. Pour ce faire, on intègre alors, on a que z point de t, on intègre z point par rapport au temps, ce qui nous donne g sur 1 plus m sur 2 fois t plus une constante c, un élément des réels. Alors, on sait que de l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? À t égale 0, on suppose que la masse m est suspendue dans le vide avec une vitesse initiale nulle. Donc on a z point de t, z point de 0 égale 0, ce qui implique que c égale 0, la constante. Maintenant, je vais venir intégrer z point pour obtenir z de t. Z de t, maintenant c'est ma position. Je vais intégrer z point de t dt, ce qui me donne, je vais venir, j'ai alors g sur 2 plus m sur petit m t carré plus d, d un élément des réels. On sait que à t égale 0, z de 0, on ne sait pas où il est. On va dire que il est à z de 0, à une hauteur z0. On ne le précise pas dans l'énoncé. Mais cela ne va pas nous empêcher de résoudre le problème. Donc, on a que d, la constante, est égale à z de 0. Je peux donc écrire que cela implique que z de t égale à g sur 2 plus grand M sur petit m t carré plus z0. Voilà, j'ai mon équation horaire. Maintenant, pour exprimer ma condition, c'est facile. Je vais considérer une hauteur delta z, soit une différence d'auteur delta z qui est égale à
z de t moins z de 0 qui est égal à h. Donc en fait on fait entre le temps t et le temps 0, il y a par contre une distance h. Donc on a quoi? Ça implique quoi? Ça implique que z de 0, enfin g sur 2 plus m sur m t carré plus z0, et puis z de 0 c'est quoi? C'est z0, donc je fais moins z0 égale à h. Les z0 simplifient, et donc maintenant j'ai plus qu'à isoler le t, et donc j'ai que c'est égal à t carré égale à 2 fois 2h fois, on a 2h fois 1 plus m sur 2m sur g, et donc ça implique que t égale à 2h fois 1 plus m sur 2m sur g à la racine. Et puis on a fini de résoudre le problème. On a trouvé le temps nécessaire pour parcourir une distance h. Donc là j'ai un peu bugué. Pourquoi? Parce que en fait c'est juste une question de factorisation. J'ai passé les choses de l'autre côté et puis j'ai factorisé 2h fois 1 plus m sur 2m, c'est tout. Divisé par g, et je mets à la racine. Donc pour le temps c'est bon. Exprimer le résultat, voilà, on l'a fait. Discuter à la limite, grand M égale 0. Alors, je note ici, je vais mettre une étoile. Qu'est-ce qui se passe à M égale 0? Si on prend M égale 0, qu'est-ce qui se passe? Ce terme-là, il disparaît. Et puis, on a que T égale la racine de 2H sur G. Donc, j'ai, si M égale 0, la masse M, elle est en chute libre. Chute libre. En effet, on a que, en fait, on retrouve le temps t égale à la racine de 2h sur g qui correspond au champ gravitationnel. De plus, on a que la tension T égale 0. Oui, on avait eu la relation T égale à Z point point grand M sur 2. Et si grand M est nul, on a T est nul. Et c'est normal. Si un objet est en chute libre, la tension est forcément nulle. Il n'y a rien qui le retient. Donc, c'est complètement logique. Et voilà ce que l'on peut discuter de la limite grand M égale 0. Et voilà pour l'exercice A. L'exercice B. L'axe de rotation est décalé de l'axe du cylindre. Il passe par le point A de la base du cylindre tel que la norme de OA est égale à petit r plus petit que grand R. On définit θ comme l'angle entre la verticale et la droite qui passe par A et O. Trouvez les angles θ égale θ pour que le système soit en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement et d'accélération du cylindre et de la masse petit m. Exprimez θ en fonction de grand R, petit r, grand M et petit m. Identifiez la condition pour laquelle les équilibres existent. Donc on a ici la situation suivante et on demande, on a décalé l'axe de rotation
sur A et on nous demande la condition d'équilibre et puis les angles d'équilibre. Alors, je vais noter petit b, tout d'abord. Je vais faire un schéma pour je vais faire un schéma de la situation. Alors, on a ici O, ici j'ai le point A, et puis ici j'ai R, je vais appeler ça vecteur R, et puis ici j'ai l'angle θ, et puis ici j'ai les rayons R, avec ici la tension T. Donc ça c'est pour après. Donc la condition d'équilibre, c'est quoi? C'est qu'en fait, le cylindre est à équilibre quand le moment de force est nul. C'est logique. Ça veut dire que la dérivée du moment cinétique est nulle, donc forcément le moment de force qui agit sur le cylindre doit être nul. Voilà. Donc, maintenant, nous allons expliciter tout cela. On a ici, on a la force, le poids mg. Et puis ici, on a T, la tension. Et puis, je vais placer mon repère comme ceci. Ça va être plus pratique pour avoir des valeurs positives x, z, y. Donc ici je vais appeler ça, là j'ai mon rayon R et là j'ai RT, on va appeler ça RT. Voilà pour le vecteur qui relie A à T. Donc j'ai que la somme des moments de force en A. Ah d'ailleurs j'ai écrit O mais c'est A. Est égal à AO cross MG. Donc la force du poids qui s'exerce sur O plus AP. Ça, on avait dit que c'était le point P. Cross T. Cela me donne R cross MG plus RT cross T. Les vecteurs qu'on a définis avant. Maintenant, je vais expliciter tout ça. On a R qui est égal à... Alors R, je peux le décomposer ici avec θ. J'ai quoi? J'ai du R moins R cos θ EX moins R sin θ EX moins R cos θ EZ. Donc R, je peux factoriser sin θ EX moins cos θ EZ et RT, c'est quoi? RT, là on voit que la hauteur c'est quoi? C'est R cos moins R cos θ EZ et puis la longueur c'est R sin θ EX plus grand R. Donc on a θ plus R EX, la composante, moins R cos θ EZ. Ça, c'est mon vecteur qui relie A à P. Alors, je vais expliciter le moment où on a que
la somme des moments en A est égale à... Alors ici, mg c'est négatif, c'est moins mg, vu que c'est sur... je vais peut-être le préciser. Mg, c'est moins mgez. Et T, c'est égal à TEZ, tout simplement. Alors, la somme des moments en A, c'est quoi? C'est moins RMG fois sin θ EX moins cos θ EZ. Donc, vous voyez, parce que le R est positif, le MG est négatif, donc j'ai du moins RMG. Et puis, j'ai ça, produit vectoriel EZ, parce que c'est moins MG EZ, plus T fois R sin θ plus R EX moins R cos θ EZ. Donc, maintenant, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'on est à l'équilibre, donc je dois préciser que c'est θ. Voilà. Maintenant, il y a ça, c'est T cross EZ, puisque T c'est sur EZ. Je vais maintenant expliciter tout ça. Il nous reste ici, on a EZ cross EX, règle de la main droite, ce qui nous fait du moins EY. Donc, ça nous donne moins R mg sin θ EY plus, après on a du EZ cross du EZ, c'est collinaire, donc c'est nul. Ensuite le T, EZ cross EX, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous donne du EY, du coup il nous reste T fois R sin θ plus R EY. En fait, et donc ça doit être nul, bien sûr, vu que le moment en A doit être nul. Et puis là, le cross EZ, il doit être collinéaire. Puis là, j'ai fait une faute, c'est que EZ cross EX, règle de la main droite, ça va être négatif. Donc là, j'ai un plus, et là, j'ai un moins, mais sauf que je peux multiplier par moins, puisqu'il y a 0 de l'autre côté. Donc ça, j'ai quand même ça. Alors maintenant, je vais diviser par R. Donc j'ai ça qui part, j'ai le petit R. Je vais diviser par G. Donc ici, je divise par G aussi. Alors maintenant, vu T à l'équilibre, mz point égale à 0, donc T égale à mg EZ. Donc je peux écrire plus mg, donc sur G, ça se simplifie. Ensuite, je vais venir diviser par petit m. Et donc tout cela me donne moins grand m sur petit m sin θ plus sin θ qui est ici plus grand R sur petit r égale 0. Et donc ça implique que sin θ fois 1 moins
grand M sur petit m, je factorise, égale à moins grand R sur petit r. Et cela implique que donc θ 1. Attention, maintenant on a du sin θ égale quelque chose. Donc, faut faire attention parce que on a deux angles. Vu que sin θ égale à sinus de pi moins θ, on aura deux angles. Donc ça implique que θ 1 égale à arc sin de moins r sur r fois 1 moins grand m sur petit m, et θ 2 égale à pi moins arc sin de moins r sur r fois 1 moins grand m sur petit m. Et voilà, on a trouvé les angles d'équilibre de notre cylindre. Je peux les encadrer. Hop. Et on a répondu donc à la question B. La condition pour que les équilibres existent, c'était que la somme des moments est nulle. On l'a exprimé. Et puis, on a fini l'exercice B. Alors, maintenant, l'exercice C. Dans cette question, on néglige la gravité et le cylindre est fixé. Il ne peut ni tourner ni bouger. On suppose que le fil est initialement vertical, puis on frappe la masse M pour lui donner une vitesse initiale V0 horizontale, voire figure à droite. Le fil s'enroule ensuite autour du cylindre. Prouvez par calcul que la tension du fil est toujours perpendiculaire à la vitesse de la masse M. Suggestion, on peut utiliser un repère polaire pour exprimer la vitesse et la tension du fil. En utilisant ce résultat, montrez que l'énergie mécanique totale, somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, est une grandeur conservée. Trouvez le module de la vitesse de la masse M juste avant qu'elle touche le cylindre. Donc ici, on a une représentation de la situation. Je vais marquer l'exercice C. Donc tout d'abord, avant de m'embarquer dans des calculs, je vais tout simplement faire un schéma, la situation, voilà. Donc on a ici, on va dire que le fil, il a une longueur L. Ici j'ai alors θ avec le point. Et puis ici je vais appeler ça, là j'ai mon rayon R, je vais appeler ça l'angle alpha. D'accord? Et puis ici j'ai un angle droit. Là, ici, ça déjà c'est mon, je vais appeler le vecteur R. C'est de l'origine au point matériel, c'est mon vecteur R. Et puis là, j'ai le vecteur où R varie, donc j'ai ER. Et puis là, j'ai le vecteur où θ varie, Eθ. Et puis là, ici, j'ai V0 comme ceci. Donc, on a ici la tension, elle est comme ceci. Alors, on doit prouver que c'est perpendiculaire. Donc, on a tout d'abord, on nous a demandé d'exprimer la tension et la vitesse dans le repère polaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a la vitesse qui est égale à R.ER plus Rθ.Eθ et la tension du fil. Alors ici, je retrouve l'angle alpha. Donc j'ai du moins
cos moins sin θ ER plus cos θ Eθ. Moins t sin θ ER plus sin alpha ER plus t cos alpha Eθ. Donc j'ai exprimé ma vitesse et ma tension dans mon repère polaire. Maintenant, si V et T sont perpendiculaires, alors le produit scalaire, logiquement le cosinus de l'angle entre les deux, le produit scalaire doit être nul. Donc, le produit scalaire, la vitesse et la tension, c'est quoi? C'est R point, je peux factoriser par T, et j'ai moins R point sin alpha plus R θ point cos alpha égale 0. Enfin, je vais pas le mettre tout de suite, pas besoin. Donc, ça c'est mon produit scalaire. Maintenant, je vais essayer d'exprimer. Je vais exprimer R point sin alpha en fonction des grandeurs du problème. Donc on a ici, je vais faire un schéma. Je vais le dessiner à deux tons différents. Ici, autant L0, enfin pas autant T0, j'ai une longueur du fil L0. Donc ici j'ai R avec θ0 et alpha 0. Et puis ici j'ai une longueur L avec plutôt je vais le dessiner comme ça, avec θ et puis alpha. Donc ici quand je dessine ça, on a que ici on a une variation delta L qui s'est passée. Le fil s'est enroulé et donc on a une variation delta L de longueur entre L0 et L. Enfin, oui, entre L0 et L. Et puis ici, j'ai quoi? J'ai une variation. Enfin, je vais plutôt le dessiner comme ça. J'ai une variation d'angle. Ça, on peut dire que c'est delta alpha plus delta θ. Avec, on a delta alpha, c'est quoi? C'est alpha 0 moins θ 0 et delta θ, c'est θ 0 moins θ. Donc, pardon, là j'ai fait une gaffe, j'ai écrit θ 0, mais c'est alpha. Donc, on peut trivialement prouver cela. Et puis pour ça, on a donc, alors, la relation, c'est que delta L est égal à, ici j'ai le rayon R, enfin si je prends un rayon R qui s'arrête là, par trigonométrie, j'ai que c'est égal à R sinus de delta alpha plus delta θ. Alors si je prends maintenant la limite, quand delta tend vers 0, de dl, c'est égal à un élément infinitésimal dl, de delta L, pardon, ça me donne un élément infinitésimal dl, ce qui me donne R. Maintenant, le sinus disparaît. Pourquoi? Parce que pour des tout petits angles, des tout petites variations, des alpha plus dθ, on a que sinus de alpha plus θ est environ égal à alpha plus θ. Donc on a R fois d alpha plus dθ. Je divise maintenant par un élément infinitésimal de temps. Donc on a
dl sur dt égale à L point qui est égal à R fois alpha plus θ d alpha plus dθ sur dt qui est égal à R fois alpha point plus θ point. Donc cela implique que L point est égal à R alpha point plus θ point. Maintenant, on a que L point, L, c'est tout simplement égal à, sur notre figure, L, c'est tout simplement égal à R sin alpha. Donc je vais l'écrire. L égale à R sin alpha. Donc cela implique que L point est égal à R point sin alpha plus alpha point R cos alpha. Maintenant, on sait que L point, donc maintenant on pouvait calculer R point sin alpha. Ça aurait été mieux de faire ça avant le développement limité, mais j'ai oublié, je me suis plutôt concentré à expliciter L point. Mais bon, maintenant ça va nous servir, donc on a que c'est égal à L point moins alpha point R cos alpha. L point c'est quoi? C'est ce qu'on a trouvé avant. R fois alpha point plus θ point. Et puis R cos alpha c'est quoi? C'est grand R. Donc on a moins R alpha point. Ces deux termes-là se simplifient. Il nous reste plus que R θ point. Donc je peux réinjecter ça dans mon expression. Alors, V produit scalaire avec T est égal à T fois moins R point sin alpha, donc c'est moins R θ point, plus R θ point cos alpha. R cos alpha c'est grand R, on avait dit. Et ça, c'est forcément égal à 0. Et c'est fin de la démonstration. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, on nous demande la module de la vitesse de la masse M juste avant qu'elle touche le cylindre. Pour cela, c'est simple. Je vais juste regarder les notes. L'énergie de la masse M est conservée. Car la seule force qui agit, la seule force présente est la tension. Et elle est orthogonale. Donc, l'énergie mécanique, EM, s'écrit, si elle est orthogonale, la force, elle ne travaille pas. Et donc, l'énergie mécanique est conservée, elle s'écrit EM égale à 1 demi de mv carré. Qu'est-ce que j'écris là? 1 demi de mv carré. Et alors, vu qu'elle est conservée, on a que V est égal à V0. Donc la vitesse avant qu'il touche le cylindre, c'est tout simplement égal à V0. Vu que l'énergie mécanique est conservée. Et puis, on a fini. La question c'est
Et puis la partie 2 du problème est terminée. Et on se retrouve pour la troisième partie et la dernière donc de l'examen.